Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Vivre l'entreprise. Management et ressources humaines. Cette collection regroupe des ouvrages consacrés aux méthodes et à la réflexion sur l'organisation humaine des entreprises. Déjà paru. Christophe Andever, Les 8 valeurs gagnantes des managers épanouis et performants 2015. Denis Christol, Humaniser la formation des dirigeants vers un leadership démocratique 2014. Michel Gibert, La créativité n'est pas un jeu. Une approche nouvelle de la psychologie du travail 2014. Yves Cinotti, L'accueil, l'autre déficit français 2014. Jean-Raymond Loisel, Un manager sur le chemin des ressources humaines 2013. Jean-Marie Gog, Le management n'est pas un long fleuve tranquille 2013. Tony Jagu, Changer d'air 2013. Dédicace à Marion et aux managers qui ont contribué à la rédaction de cet ouvrage. Introduction. D'où vient l'autorité managériale ? Sur les bords du lac Turkana, Kenya, il y a 2,6 millions d'années. Un groupe d'hominidés s'attelle à fabriquer les premiers outils de notre histoire. Ils cassent des galets pour obtenir un bord tranchant. Ils constituent aussi des caches dans la savane pour disposer d'outils à intervalles réguliers, sans avoir à les transporter. Le chasseur doit être rapide et donc léger. Certains disposent les réserves d'outils, certains, les mêmes peut-être ou d'autres, préparent à manger. On n'en sait guère plus sur ces premiers habitants de l'Afrique. Déjà, en ces temps reculés, la plupart des problématiques de management et d'organisation étaient présentes. Comment prendre une décision ? Qui doit la porter ? Quelles sont les contraintes ? Les frontières ? Comment répartir les tâches ? Comment transmettre le savoir ? Comment développer les compétences ? Comment établir des priorités ? Quelle perspective pour le groupe ? Quelles que soient les options prises, les politiques engagées ou les références adoptées, la mise en œuvre des réponses à toutes ces questions implique un lien social, l'autorité. Toute forme d'organisation humaine, qu'elle soit publique ou privée, nécessite une structure et un système de régulation avec ses pouvoirs et ses contre-pouvoirs. Il y en a qui donnent des instructions, et d'autres qui acceptent de les mettre en œuvre. Il y a aussi des groupes qui se déterminent eux-mêmes dans une autorité plus partagée, plus horizontale que verticale, même si la forme la plus courante de l'autorité managériale est un rapport inégalitaire par essence asymétrique. Il est intéressant d'observer un groupe d'enfants qui organise un jeu. Après une période de flottement plus ou moins longue, si le groupe ne parvient pas à choisir un leader, le jeu ne se fait pas et les enfants se tournent vers un autre jeu. Il n'y a pas d'équipe sans capitaine ni de capitaine sans règles du jeu. La question n'est pas seulement dans l'existence du décideur, mais sur les modalités de sa nomination et sur l'étendue des pouvoirs qui lui sont conférés pour un temps donné. Pourtant, les hommes aspirent à toujours plus de justice et d'égalité. Invoquer l'autorité aujourd'hui, c'est aller à l'inverse d'un courant bien établi. C'est risquer d'être perçu comme un conservateur, voire un réactionnaire. La crise de l'autorité provient essentiellement de cette perception négative, coercitive et asociale. Et pourtant, l'autorité n'est pas un vilain défaut. C'est au contraire un moyen de vivre et travailler ensemble. Elle est porteuse de sens, de liens et de progrès. L'homme est un animal social, et la capacité à intégrer l'autorité est certainement le fruit de l'évolution, une condition nécessaire au contrat social et de la vie en société. Nous vivons et travaillons ensemble, notamment parce que l'autorité nous structure. En ces temps de recherche de nouvelles organisations, d'entreprises libérées, de management en réseau ou à distance, l'autorité adopte de nouvelles formes mais demeure un principe constant et structurant. La crise de l'autorité est d'abord une crise de confiance entre les parties prenantes qui participent à la construction des systèmes complexes dans lesquels elles évoluent, elles vivent, elles travaillent et s'organisent. Auparavant, les salariés étaient souvent des objets d'autorité. Ils ne faisaient que la subir. Dans les générations précédentes, les enfants ne parlaient pas à table, les écoliers ne parlaient à leur maître que s'ils y étaient invités et les salariés ne parlaient pas à leur supérieur sauf si ce dernier leur en donnait l'instruction, ou si la rébellion prenait le dessus.
De nos jours, les hommes sont des sujets d'autorité. Ils sont partie prenante et la génération Y, éduquée vers plus d'autonomie, ne se retrouve plus dans les codes des entreprises qui n'ont pas évolué. La crise ne repose pas dans l'autorité en soi mais dans le fait qu'elle s'exprime encore souvent par un manque de confiance, un surcontrôle des temps de travail, des activités, une inflation d'indicateurs en tout genre. L'excès d'autorité est ici un aveu de faiblesse qui est tout au plus le pendant de la perte du contrat de confiance que les cadres avaient dans leurs dirigeants. La contrepartie de la loyauté du cadre était en bonne partie fondée sur la sécurité de son emploi et sur sa reconnaissance sociale, deux piliers qui s'effritent singulièrement aujourd'hui. La perte de confiance s'établit dans les deux sens. L'excès d'autorité est également un frein important à la productivité ne serait-ce qu'en raison des ressources qu'il mobilise au détriment de la production proprement dite. Contrôler coûte cher. Le management est un acte d'autorité. Il repose notamment sur un contrat de travail dans lequel on trouve un lien de subordination, ce qui signifie littéralement que le salarié est sous les ordres d'un autre. Il s'agit bien d'un rapport inégalitaire d'un management qui va mettre en œuvre des postures allant du collaboratif au directif, et même de la considération jusqu'au mépris. Pourtant, la racine latine du mot autorité, augere, montre qu'il s'agit d'augmenter, accroître, amplifier. L'autorité n'a de sens que si elle permet de mieux s'organiser, de mieux produire, d'améliorer les rapports entre les salariés. Le dépositaire de l'autorité a pour charge de faire en sorte que le collectif soit plus performant que la somme des performances individuelles. Chacun doit pouvoir se trouver grandi de se placer sous l'autorité. Les joueurs d'une équipe gagnent plus de matchs s'il y a un bon capitaine. Dans cet ouvrage, j'userai du mot subordonné, car le mot collègue suppose une relation égalitaire, ce sont des gens censés être du même collège. Quant à celui de collaborateur, il recouvre des réalités très différentes. À l'origine, il désigne des gens qui travaillent ensemble, co-ensemble et labor-travail. Mais un cadre déambulant avec son conjoint en faisant ses courses par exemple et rencontrant son directeur serait mal inspiré de le présenter comme un collaborateur sauf à être recadré. Il n'y a aucune malignité dans l'emploi du mot subordonné, simplement le constat de positions hiérarchiques différentes et d'une relation d'ordre entre les deux. Le mot ordonné a deux significations. C'est à la fois donner des ordres à d'autres et donner un ordre aux actes, aux choses, aux faits. C'est à la fois indiquer comment l'autre doit agir, faire, et donner du sens au travail de tous. C'est donc une manifestation de la puissance, mais c'est aussi ce qui permet d'augmenter le fruit du travail tout en le coordonnant. Une définition de l'autorité managériale. L'autorité, c'est la capacité d'obtenir l'obéissance sans recourir à la force ni à la persuasion par argument. Forgée par Hannah Arendt dans un contexte plus large, cette définition me semble bien appropriée au management. Simple et concise, elle appelle cependant des mots difficiles. L'autorité, tout d'abord qui est un mot chargé d'histoire et nous l'avons vu, utilisé parfois de manière approximative ou caricaturale. Volontiers confondue avec l'autoritarisme, cette perversion de l'autorité sera abordée plus avant. L'autorité est a priori suspecte de porter en elle-même les germes d'une domination, d'une manipulation aussi. Pourtant, si l'autorité ne fait pas appel à la force comme nous le lisons dans cette définition, il ne peut y avoir de domination brutale mais simplement un rapport asymétrique entre celui qui use de l'autorité et celui qui l'accepte. En outre, la force mentale est tout aussi incompatible avec l'autorité, il ne peut donc s'agir de manipulation. On peut tout à fait avoir de l'autorité sans être autoritaire. Enfin, l'autorité s'exerce sans argumenter. Nous verrons ce dernier point plus avant. Un cadre travaille à un dossier important et urgent. Il est dans son bureau. Il a demandé à ses subordonnés de ne pas le déranger et comme d'habitude, l'un d'eux passe la tête par la porte et lui dit « Je ne voudrais pas te déranger mais… » Si le cadre répond « J'ai demandé à ne pas être dérangé, on se verra plus tard », c'est de l'autorité. Si ce cadre est conduit le fâcheux manu militari, ce n'est pas de l'autorité, c'est de la force physique. S'il lui dit qu'il vaudrait mieux qu'il parte car ça pourrait porter à son avancement, ce n'est pas non plus de l'autorité, c'est de la manipulation. Et s'il lui explique combien le dossier sur lequel il travaille est important pour lui comme pour le service, ce n'est toujours pas de l'autorité,
c'est de l'argumentation. L'obéissance est également chargée de préjugés négatifs. Penser, c'est commencer à désobéir, entend-on souvent, et par là même on sous-entend qu'obéir ce serait ne plus penser. Il ne me paraît pas juste d'opposer les deux termes. Obéir n'interdit pas de penser. Ce n'est pas une posture désobligeante et si l'autorité impose un rapport inégalitaire, elle ne cherche pas en soi à rabaisser l'autre. Cette inégalité se pense dans la fonction et pas nécessairement dans le statut. On peut très bien voir le président-directeur général d'une entreprise accepter l'autorité de son directeur technique sur son domaine propre. L'inégalité provenant de l'autorité ne confère pas nécessairement un statut définitif ou omniprésent. On peut penser que l'autorité s'accommode et même s'enrichit d'une certaine faiblesse. Reconnaître un subordonné comme plus compétent que soi sur un sujet donné, c'est manifester une confiance en soi et c'est déconnecter l'autorité du savoir. L'autorité n'enlève pas non plus l'autonomie d'un subordonné qui accepte consciemment et librement d'obéir à des instructions. L'autorité s'exerce dans un cadre volontairement accepté. Toutes les formes de l'autorité, humaine, ont ceci de commun qu'elles permettent d'exercer une action qui ne provoque pas de réaction, parce que ceux qui auraient pu réagir s'abstiennent consciemment et volontairement de le faire. Qu'on sorte de ce cadre accepté et le contrat est rompu. La révolte même peut devenir légitime. Qu'on en juge par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 24 juin 1793 dans laquelle on trouve à l'article 35 « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. » Certes, les constitutions suivantes n'ont pas repris cet article mais cela n'a pas empêché un certain De Gaulle, tout général qu'il était, de se rebeller puis d'appeler à la résistance et au soulèvement. Il fut condamné à mort par un gouvernement, Vichy, qu'il ne considérait pas comme légitime. Aujourd'hui encore, l'article 40 du Code de procédure pénale impose aux fonctionnaires de dénoncer des crimes ou des délits dont ils ont connaissance, y compris ceux commis par leurs supérieurs. Se pose alors la question de la légitimité. Qu'est-ce qu'une autorité légitime dans l'entreprise et comment articuler les deux termes ? Quelle articulation avec la légitimité ? Autorité et légitimité sont étroitement liées. D'ailleurs, elles sont parfois confondues, à tort à mon avis car il existe un autre terme dans leur relation, clairement exprimé par Alain Renaud. L'autorité c'est le pouvoir plus la reconnaissance de la légitimité. Il s'agit d'une équation simple, où l'autorité résulte de la combinaison de deux termes. Le pouvoir, c'est la capacité de disposer de ressources, humaines, logistiques, techniques, matérielles ou financières, pour exercer une action. Supprimez tout pouvoir et vous n'aurez plus d'action possible, plus d'autorité. Alain est cadre d'une entreprise reconnue de téléphonie. Depuis peu on l'a changé de bureau, sans équipe dédiée, sans budget, avec un ordinateur obsolète et une vague mission de coordination fonctionnelle. Les salariés qu'il est censé encadrer savent qu'il s'agit d'un cadre de bon niveau mais s'aperçoivent rapidement qu'il n'a pas de moyens, pas de pouvoir. Malgré ses efforts pour s'imposer, pourtant fort de sa légitimité passée, Alain ne parviendra pas à exercer une autorité fonctionnelle. Il est placardisé. Avoir une légitimité reconnue, sans aucun moyen ni ressource, revient à se trouver inutile, dans une position insoutenable, souvent même génératrice de risques psychosociaux. La reconnaissance de la légitimité. C'est bien parce que la légitimité est reconnue que l'autorité est acceptée sans force et même sans argument. Supprimer cette reconnaissance, l'autorité disparaît. Les supérieurs de Sylviane ont bien perçu son potentiel. Dans une période de restrictions budgétaires, ils ne peuvent la promouvoir et de plus ils aimeraient être certains de ses capacités. Plutôt que de courir le risque d'une erreur de promotion, ils lui offrent une situation de fait, elle devra exercer la fonction de responsable des achats dans un contexte tendu, mais pas le titre ni la rémunération, le temps de faire ses preuves. Le problème, c'est que ses subordonnés lui font remarquer qu'elle n'a pas les signes symboliques de la fonction, véhicule, place de parking, taille du bureau, participation au CODIR. Ce n'est pas elle non plus qui signe les feuilles de congé, ou qui mène les entretiens annuels d'évaluation. Elle n'est pas reconnue comme légitime dans cette entreprise où les signes du pouvoir sont un élément important de la culture. Son autorité pâtit de cette absence de reconnaissance.
Elle s'entend dire « De quel droit tu me donnes des ordres ?» Elle est bien embarrassée pour répondre sans recourir à la force ni à la persuasion par argument. Ce n'est plus de l'autorité. Sans reconnaissance de la légitimité, il n'y a plus d'autorité possible et l'exercice du pouvoir passe par des voies illégitimes comme la force, c'est l'autoritarisme et la tyrannie. Affirmer son autorité, c'est donc disposer de moyens concédés par la hiérarchie supérieure le plus souvent, et mettre en œuvre 3 principes. Le refus de la posture, ne pas surjouer car l'autorité véritable n'a pas besoin des signes de pouvoir, ni de sa théâtralisation. Le respect de chacun, n'user ni de la force ni de la manipulation. La capacité à distinguer la domination et la subordination. Un subordonné n'est pas un inférieur. C'est enfin veiller à ce que son action s'inscrive dans une légitimité reconnue par d'autres salariés qui s'inscrivent dans un contrat formel avec une entreprise, et un contrat moral avec son supérieur. La question est alors de savoir si la légitimité de celui qui porte l'autorité, le manager, est en phase avec celle de son contexte, l'entreprise. Quelle articulation avec la morale ? Pour mieux comprendre l'articulation entre la légitimité et la morale, la légalité et l'autorité, je vous propose le schéma suivant. Le mot moral et le mot éthique ont étymologiquement le même sens. Le premier est d'origine latine alors que le second vient du grec. Les deux se soucient de la personne, de l'individu. Aujourd'hui et pour la plupart des auteurs, la morale est un système de valeurs organisé autour d'une source de légitimité. La morale républicaine française par exemple regroupe 5 valeurs essentielles. La liberté dans le respect des autres, l'égalité de tous les citoyens au regard des droits et devoirs, la démocratie élective, la solidarité sociale et la laïcité garantissant les croyances religieuses des personnes vivant sur le sol du territoire. On parlera aussi de morale économique ou de morale chrétienne. Qu'est-ce qu'une valeur morale en entreprise ? La réflexion sur les valeurs morales permet de donner de la cohésion, du sens aux salariés. Les managers sont friands de cet exercice, car ils savent qu'il est potentiellement porteur de motivation pour leurs subordonnés. Les chartes morales fleurissent dans les entreprises comme une revendication d'identité, alors qu'elles sont assez peu différenciées par ailleurs. Hélas, ce sujet dépasse le cadre de l'entreprise et le champ sur lequel le manager peut avoir une autorité. Une valeur morale est une affirmation qui ne procède que d'elle-même et non d'une institution. Une entreprise peut porter une valeur mais pas la créer. Si une valeur morale ne procède que d'elle-même, alors elle a 2 caractéristiques majeures. Elle est désintéressée et elle est continue. En ce sens, il est erroné de prétendre que le travail est une valeur morale car il existe un marché du travail et parce qu'il est discontinu. Que dirait-on de quelqu'un qui se ferait payer sa justice ? Qu'il est corrompu. D'une personne qui se ferait payer pour être généreuse ? Qu'elle n'a pas compris le sens du mot « générosité ». L'amour de son prochain, qui est assurément une valeur morale, devient plus tristement de la prostitution quand on le fait payer. Et le travail dans tout ça ? Le travail n'est pas une valeur morale, parce qu'il se paie. De même pour la continuité. Qui dirait-on de quelqu'un qui se prétend altruiste seulement 35 heures par semaine, pas durant les week-ends et qui serait égoïste 5 semaines par an ? Porterait-il réellement cette valeur morale ? Non, et il en est de même pour le travail. Attention également au côté bien-pensant. Une valeur morale n'est pas forcément sympathique à tous. Cela dépend de la légitimité dont elle est issue. Tout comme un état de droit n'est pas nécessairement un espace de bonheur. Cela dépend de quel droit il s'agit. Qu'est-ce que l'éthique ? De la morale découlent des comportements qui constituent une éthique. Ils peuvent être décrits, dans un code de déontologie par exemple, ou simplement communément partagés. L'éthique se construit en fonction d'une morale reconnue comme légitime. Dans les entreprises construites en bottom-up, c'est-à-dire de la base au sommet, les structures les plus hautes sont fédératrices et appartiennent aux structures de base. C'est le cas de certaines banques mutualistes par exemple, où le siège appartient aux structures régionales. Le siège n'est pas une maison mère, mais plutôt une maison commune, car elle émane des structures de base. Dans ce cas, le siège est lui-même porteur de la morale de sa base et développe une éthique conforme à celle-ci. À l'inverse, nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.